Donc Thomas Diouf pour la société Econergie à Saint-Michel-de-Comte, et je peux en parler pendant la conférence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de solutions résidentielles pour la rénovation, qui est l'hybridation. Alors, Econergie, c'est quoi? Donc nous sommes une PME installée à Braine-le-Comte, à la limite de Soigny, ici sur la chaussée. Et donc en fait, notre core business, notre ADN, c'est que nous intégrons à la fois un bureau d'études, donc nous faisons de la conception, nous sommes installateurs classiques, et nous avons également un service de maintenance. Donc au sein de la même entreprise, vous allez retrouver des missions d'études, des missions d'installation et des missions techniques. Alors, le défi énergétique des logements en Belgique, c'est quoi? Puisqu'on a des architectes, je vais faire marche arrière, ils ont déjà vu les chiffres. D'après vous, quelle est la proportion de bâtiments, si on s'intéresse au label énergétique, si on essaie de les catégoriser en trois groupes, quelle est la proportion des bâtiments isolés en niveau A et B, par exemple? Moins de 10% au livre. Ouais, non, ouais, je sais qu'ils ne peuvent pas parler. Les autres. Voilà, t'as vu. Et qu'est-ce qu'on a en bâtiment, on va dire C, D et E, donc dans la moyenne, on va avoir 45%, et le solde, F et G, on va avoir le solde des 45%. Donc on va se retrouver dans un module qui est 10, 45, 45. Et c'est là que les questions se posent, puisque bon, on parle beaucoup des pompes à chaleur, puisqu'ici on va parler de l'hybridation des pompes à chaleur. Et si on veut installer une pompe à chaleur, sans faire de calcul savant, on va voir qu'il faut en faire quand même quelques-uns, mais on va s'adresser qu'à 10% du parc. C'est d'ailleurs le gros problème des gens qui essayent, nos fournisseurs entre autres, fabricants, qui essayent de vendre des pompes à chaleur. Parce que ça ne se vend pas pour nous. Alors, à quoi sert l'hybridation? L'hybridation, on va essayer de parler pas à 100%, parce que c'est pas possible, on va essayer de parler quand même à une grosse moitié du parc. Donc c'est le fameux C, D et E. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces gens? On va pouvoir proposer un système de pompe à chaleur, mais on va devoir garder, pour ce type d'installation, on va devoir garder une petite partie d'énergie fossile. Alors, quels sont les intérêts de cette hybridation? Qui a une idée? L'intérêt. Non, je vous écoute. Quelqu'un d'autre a une idée? Moi, si À quoi ça peut servir de faire une hybridation? Si je réponds, c'est la triche. Ouais, lui, il peut pas parce qu'on vient de terminer chez lui. Donc, le premier intérêt, ça va être l'intérêt technique. Alors pourquoi? Parce que si vous avez deux systèmes, peu importe, on peut prendre l'analogie de l'automobile, où il y a aussi le concept d'hybridation, vous avez des optimisations qui sont possibles entre les deux systèmes. Donc, avec un système hybride, on a une polyvalence climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chaudière tourne, une pompe à chaleur tourne, on a un certain levier de manœuvre. On peut décider, si la technique le permet, de tourner une pompe à chaleur aujourd'hui, faire tourner une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière, ou l'inverse. On peut optimiser ce qu'on appelle la production d'eau chaude sanitaire. Il faut savoir que le rendement d'une pompe à chaleur en production sanitaire, puisqu'on va faire de la température d'eau assez élevée, le rendement n'est pas top. Si on regarde en termes d'énergie primaire, sans rentrer dans des thèmes trop techniques, ce n'est pas intéressant en fait. Et donc, dans certains cas, il vaut mieux produire de l'eau chaude sanitaire, surtout à certaines périodes de l'année, avec du gaz par exemple, qu'avec une pompe à chaleur. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. On augmente la durabilité. Puisqu'on parle de durabilité, oui, mais j'ai une chaudière qui a 10 ans, je voudrais installer une pompe à chaleur. Si je prends ma chaudière qui a 10 ans, je l'arrache du mur et je la jette, est-ce que c'est vraiment durable? L'installation fonctionne, elle est là, je peux l'optimiser, mais je ne suis pas obligé de l'acheter, de m'en débarrasser. On peut avoir du confort, c'est-à-dire que si on a deux machines, il y en a une qui tombe en panne, il en reste une autre pour tourner. Donc ça pose aussi des arguments de confort. Donc j'ai mis 4 exemples sur les aspects techniques, mais on peut en trouver une bonne dizaine. On peut faire l'optimisation financière. Si on a deux systèmes, c'est un peu comme dans la voiture, on peut décider de rouler à l'électricité, on peut décider de rouler au combustible fossile. Les clients ont des intérêts, des motivations différentes.
Nous, on a notre propre sensibilité, mais j'explique toujours à mes collaborateurs, et c'est le client qui décide. Nous, on est là pour lui exposer les avantages et les inconvénients. Et chacun va pondérer en fonction de ses intérêts. Ben, il y en a, c'est purement financier. Ce n'est pas le cas actuellement, mais quand le gaz était 5 fois ou à 10 fois le prix qu'on connaît aujourd'hui, il y a des gens qui se posaient la question. Et ça va revenir. Ben, on ne va pas se poser la question de savoir si ça va revenir, on va juste se poser la question de savoir quand ça va revenir. Et le jour où ça reviendra, quand vous avez deux vecteurs, ben, vous pouvez aussi, même financièrement, travailler sur ces deux vecteurs. L'optimisation financière, elle vient, et j'explique après aussi, du fait que si on hybride un système par rapport à une installation en pompe à chaleur pure, on va utiliser une pompe à chaleur de plus petite taille, et si elle est plus petite, elle coûte moins cher. Et ça rend aussi la technologie accessible au plus grand nombre, puisqu'on va réduire d'un facteur de presque 50% l'investissement. L'impact environnemental, évidemment. Donc on va le voir après. Le fait d'hybrider, c'est comme avec votre voiture. Si vous faites 50, 60, 70% de vos déplacements, notamment les micro-déplacements avec un vecteur électrique, et que vous avez des panneaux solaires par exemple, c'est clair que votre bilan environnemental sera bien supérieur. L'hybridation du chauffage, c'est un peu la même chose. Si c'est votre petite pompe à chaleur qui tourne la majorité du temps, ce qui est le cas, vous allez générer un impact énergétique positif. Et alors, ça rejoint aussi le financier, on en parlait. Le fait que vous ayez une pompe à chaleur dans votre bâtiment, quand vous faites le certificat, même si c'est une hybride, c'est marqué pompe à chaleur. Et si c'est marqué pompe à chaleur, ça a un impact positif pour Laurent, qui peut vendre le bâtiment encore un peu plus cher, puisqu'il va peut-être dans certains cas monter d'un label. Donc ça peut être aussi une raison d'investissement. Donc on a vu, en résumé, l'hybridation elle permet quoi? Elle permet un investissement maîtrisé puisqu'on va pouvoir installer une pompe à chaleur de plus petite taille. Et pourquoi est-ce qu'on va pouvoir installer une pompe à chaleur de plus petite taille par rapport à pour le même bâtiment, toutes choses étant égales? Je ne peux toujours pas parler, Axel. Parce que quand on fait un calcul, en tant que chauffagiste, là je prends ma casquette d'installateur au bureau d'études, on va calculer la puissance nécessaire du bâtiment pour les températures extrêmes, puisqu'on doit garantir le confort dans les normes -7 ou -8 extérieures, en fonction de la localisation en Belgique. Mais quelle est la température saisonnière hivernale moyenne en Belgique? 22 degrés. 6 degrés. Non, hivernale. Hivernale. 22 degrés, là, on sera en short. 5. Moins 5. Voilà, on n'est pas loin. 5, 6. Officiellement 7, mais Ouais, je pense 5, qu'avec 6. tout ce qui se passe de nos jours, on serait plutôt à 8 ou à 9 si on fait la moyenne des 3-4 dernières années. Et donc ça veut dire que la majorité du temps, on n'a pas besoin de cette puissance. Si j'ai besoin de 15 kW, c'est pour un bâtiment, j'ai besoin de 15 kW à -8. Mais quand il fait plus 7 la majorité du temps, puisque c'est une moyenne, je n'ai pas besoin de 15 kW. J'ai assez avec 7 kW. Et c'est comme ça qu'on va dimensionner une pompe à chaleur hybride. On va prendre la puissance nécessaire la majorité du temps, qui sera par exemple de 50 ou de 40% de la puissance totale. Et c'est cet investissement, donc c'est cette pompe à chaleur-là qu'on va acheter et qu'on va installer chez le client. Mais c'est elle qui va couvrir 80 ou 85% du besoin. Donc on va faire des économies à l'investissement, on va faire des économies à l'utilisation, on va valoriser l'immobilier, on va avoir un impact écologique positif et on va se conformer petit à petit à la législation. On a parlé des taxes tout à l'heure, on va amener petit à petit les transitions. Donc c'est une bonne technique de transition. Alors chez nous, parce qu'avant, donc on vient du charbon, on a fait le mazout et puis on a fait le gaz. Et déjà, gaz condensation, il fallait un petit peu calculer pour espérer que ça condense, etc. Et maintenant, avec les pompes à chaleur, si vous ne calculez pas, c'est une catastrophe. Dans les deux sens, soit elle est trop petite, c'est ce qui est arrivé assez régulièrement ces dernières années, donc les gens se plaignent. Donc ils disent, une pompe à chaleur, ça ne chauffe pas, ça ne fonctionne pas. C'est rarement la machine qui est en cause, c'est le concepteur, c'est l'installateur, c'est la personne qui a pris la décision et qui a probablement pas fait son boulot correctement. Et donc ça les premières pompes à chaleur, ça a souvent été le problème. Et dans l'autre sens,
si vous installez une machine trop grosse, on l'a vu, c'est un surinvestissement. Et ce qu'il faut retenir, il y a une règle d'or qui est assez facile pour le moment, c'est que 1 kW de puissance à installer, enfin à acheter d'ailleurs, même pas à installer, ça coûte plus ou moins 1000 euros. Donc si vous voulez une pompe à chaleur de 5 kW, ce qui n'est pas énorme, il faut déjà dépenser 5 000 euros. Si vous ne calculez rien, vous allez prendre le bâtiment et dire ça doit être plus ou moins 10, 12 kW. Vous allez dire au client, voilà, il faut déjà dépenser 12 000 euros. Et 12 000 euros, elle n'est pas installée. Il faut encore la raccorder, mettre les accessoires, etc. Et donc on a tout intérêt à faire un calcul. Donc chez nous, on a réfléchi à ça. On ne sait pas faire de devis sans faire de calcul. On ne sait pas faire de devis précis sans faire de calcul. Donc si le client n'a pas un certificat PEB ou n'a pas un audit énergétique à jour, ce qu'on lui propose, c'est qu'on lui propose de faire un scan énergétique. Et le scan énergétique, c'est une sorte d'audit express qui va nous permettre de dimensionner correctement le système. Donc, ce document, cette étude, elle va faire quoi? Elle va permettre de faire un dimensionnement précis. Donc on sait si c'est 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 kW pour chauffer le bâtiment. Ce scan, on le fait à prix coûtant, ça coûte plus ou moins 150 euros. On le rembourse en cas de commande, mais ça nous permet vraiment de donner un chiffre précis et un montant précis. On rajoute d'autres informations dans ce scan qui concernent l'isolation du bâtiment. Ce n'est pas notre métier, mais à la base, on est formé comme auditeur énergétique, on est agréé pour. Et donc, on va aussi dire aux clients, il y a des scénarios dans ce scan, si vous isolez votre toit, il y a un investissement, votre pompe à chaleur, hybride ou pas, elle sera moins chère. Donc c'est après à vous de faire le calcul, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Donc voilà, ça c'est un service qu'on propose, en l'absence d'autres documents énergétiques. En pratique, c'est quoi? Là, on ne voit pas bien avec notre projet. Chez nous, on a un bureau d'études, mais on fait un dossier d'exécution complet. Donc ici, vous avez un plan d'implantation, vous avez un schéma hydraulique qu'on devine, vous avez un plan de câblage. Donc voilà, donc on va préparer tout ça au stade de préparation qu'on envoie chez le client pour validation, surtout pour la partie plan d'implantation. En pratique, la réalisation, donc on voit ici la photo du bas, c'est une chaudière d'un client qu'on connaît, qui a investi récemment dans un bâtiment. Donc une belle chaudière en mazout. Et donc ça, c'était la situation existante. Et ça, c'était les photos d'hier où on a installé, on voit l'ensemble en fait. Donc la petite boîte blanche que vous voyez là, c'est l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Et on voit sur la dernière photo au-dessus à droite, le groupe extérieur. Et donc tout ce système est installé et va fonctionner en shadow pour le client, c'est-à-dire lui s'occupe de rien. On met les paramètres qu'il nous demande de mettre. Et le basculement entre les deux systèmes va se faire de manière complètement automatique et de manière complètement transparente. Donc ça, c'est un exemple, même pour du mazout, ce qui n'est pas le plus fréquent, on peut hybrider des systèmes mazout. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a beaucoup. Allons-y, je suis prêt. Mais c'est l'avenir, et de toute façon, demain, on ne peut aller que par là pour les solutionner, je veux dire, la majorité des constructions dites neuves. Je pense que l'hybridation est nécessaire et absolue parce qu'on ne peut pas tout focaliser sur un producteur énergétique. Je pense que si la pompe à chaleur n'allait pas bien, ou en tout cas si on regarde sur des graphiques, le solutionnement des pompes à chaleur, on voit effectivement qu'il y a eu des périodes où c'est difficile sur le marché de pouvoir les mettre en production et en vente, et on voit que tout d'un coup le marché redécolle et ça repart, mais évidemment que c'est très politique derrière tout ça, et que d'une certaine manière aussi, il a fallu le temps de former tous les gens dans ce métier. C'est un métier compliqué, il faut savoir qu'un chauffagiste n'est pas un installateur de pompe à chaleur et vice-versa. C'est des métiers différents. Et s'il y a des chauffagistes qui font les deux, tant mieux. Mais alors ils ont certainement un cursus beaucoup plus étoffé. Mais bref, ce ne sont pas les mêmes métiers. Dans ce que vous dites aussi, c'est difficile parce qu'il y a des dialogues compliqués.
se dire qu'on va installer une pompe à chaleur chez soi alors qu'on n'a rien et qu'on veut partir de zéro, effectivement, là, on a un terrain libre et on peut vite solutionner. Hybrider, ben ça, je crois que moi, je n'ai rien à rajouter sur ce qui a été dit. Je crois que c'est très bien expliqué et très bien dit. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est le coût. Le coût de la machine, effectivement, dépendra de ce qu'on a dit, ce qui a été dit, c'est-à-dire, effectivement, il faut quelqu'un qui calcule derrière, il faut quelqu'un qui dimensionne bien les choses pour savoir effectivement quel produit acheter. C'est le même principe d'une voiture, finalement. Mais derrière tout ça, il y a encore autre chose, il y a le coût global. Et le coût global, on ne se rend pas compte, mais il dépend de beaucoup de choses et beaucoup de paramètres. Mais moi, je suis architecte, donc je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais on doit avoir quand même des notions minimum pour guider le client. Donc, ce qui veut dire qu'au début, quand le client nous demande, on n'a pas encore le chauffagiste, on n'a pas encore les gens, il nous demande tout de suite qu'est-ce que vous nous conseillez pour solutionner, et on aurait peut-être tendance à leur dire écoutez, je n'en ai aucune idée, il faudrait peut-être qu'on se dirige vers la choisie. Non, on ne peut pas se permettre de dire ça, il faut quand même aussi avoir des notions. Et dans l'idée que vous proposez de faire des études derrière tout ça, je pense que la synergie qu'il doit y avoir, et c'est comme ça que je fais mon métier depuis longtemps, je pense qu'il faut, dès le début, dès les avant-projets, avoir des contacts directement avec des spécialistes pour savoir si la solution est bonne. Mais je reviens toujours avec ce coup. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est encore très flou d'essayer de se dire est-ce que c'est la bonne solution par rapport au coût global. Parce qu'effectivement, le coût global pour acheter, savoir quel produit, faire l'étude et puis après mettre ça en œuvre, demande encore des complexités pour savoir si c'est effectivement dans le portefeuille de tout le monde. Parce qu'une petite chaudière reste une petite chaudière. Même s'il faut la changer, quand je vois que j'ai des travaux à faire dans un appartement, dans un petit logement avec les gens en plus de 60 ans, est-ce qu'ils sont prêts à investir dans la pompe à chaleur parce qu'ils n'ont pas forcément le profil adéquat pour investir autant qu'une petite chaudière, mais au-delà du fait que ça a un coût assez particulier, en tout cas assez coûteux, il faut aussi voir tout le côté philosophique, tout le côté intérêt, tout l'impact environnemental. Et puis peut-être que derrière tout ça, il y a une famille, il y a des enfants, il y a aussi ce qu'on disait avec le relais avec Laurent, avec le fait de pouvoir après revendre le bien. Donc je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut essayer d'expliquer là-dessus, plutôt que ce que j'entends tout le temps et constamment, c'est je ne mets pas de pompe à chaleur parce que c'est trop cher. Oui, mais voilà, mais donc c'est pour répondre à cette question, et c'est à ça que le SCAN essaye de répondre également, sur plusieurs aspects. Donc effectivement, il faut faire la différence entre le neuf et la réno. Ici, on s'adresse plutôt à la rénovation, parce que s'il faut amener 2 générateurs, effectivement, alors c'est encore hors de prix. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'un couple, d'un ménage plus âgé, on a vu, pour la revente, pour la location future, c'est un impact positif sur le certificat. Donc il y a plusieurs raisons. Et ça va dépendre du profil du client, de sa situation, de ses envies, de ses objectifs. On peut répondre à plusieurs problématiques, à plusieurs questionnements du client. Ça peut être, pour répondre au problème du coût, la hybridation, c'est une solution. Si je dois comparer l'installation d'une pompe à chaleur hybridée d'un petit logement hybridé avec 4 ou 5 kW, si je dois remplacer une chaudière, même une chaudière gaz, mais en plus maintenant à 21%, avec un tubage, avec l'installation des machines, il ne faut pas oublier, que c'est le cas comme dans les véhicules, mais dans le chauffage c'est la même chose, le prix du fossile a sensiblement augmenté. Le prix des chaudières, en 5 ans, elles ont pris 20 à 30%. Et donc en fait, c'est plus cher. Si on prend un système hybride, c'est-à-dire qu'on a pris une pompe à chaleur 2 fois plus petite, donc elle est 2 fois moins chère. On a un droit à un taux de taxation inférieur de 15%. On a droit à une prime supplémentaire. Le SCAN répond à cette question et vous démontre par A plus B que ce n'est pas plus cher. Et c'est un pas vers on va devoir y aller. De nouveau, ce n'est pas de savoir si on va ou pas y aller. On va devoir y aller, la question c'est de savoir quand. Ouais, c'est ça. Et ces gens qui auront maintenant, qui se poseront cette question-là, avec chacun leur centre d'intérêt,
si le bâtiment le permet, dans 90% des cas, c'est la solution. Sauf si ça arrive, il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. On n'est pas là pour décider à leur place. Alors on leur installe une nouvelle chaudière au gaz. Au mazout, ça devient rarissime, mais il y en a encore. Mais c'est juste reculer pour mieux sauter, quoi. Ces gens ne sont pas prêts. On a même maintenant des clients qui mettent en location, donc c'est même pas pour eux, qui font l'investissement. Parce qu'ils savent que c'est un impact positif sur le certificat, et on a vu, avec la dernière crise, il y a 2-3 ans, que maintenant le certificat commençait à avoir du poids, ce qui n'était pas le cas il existe depuis 15 ans. En 10 ans, il n'a servi à rien. Les gens voyaient ça comme une obligation légale, mais maintenant ils regardent. C'est pas comment, c'est que c'est vraiment... De la location, les gens, important. ils se souviennent encore de la crise, donc ils regardent, ils disent « Ouais, mais moi je ne veux pas acheter un truc ». On a bloqué des loyers pour des certificats qui n'étaient pas valables, enfin, qui étaient trop mauvais. Trop mauvais. Ça va revenir aussi. Il va y avoir des taxes bientôt qui vont arriver, qui vont être liées à ces certificats, il ne faut pas se leurrer. Donc celui qui réfléchit, ben, il se dit « Oui, je vais devoir faire quelque chose. Je ne peux pas tout faire, parce que je n'ai pas les moyens de tout isoler, de passer en semi-passif, de mettre une pompe à chaleur seule. Par contre, je peux changer mes châssis et je peux mettre une pompe à chaleur hybride. Ça peut être un des scénarios. Je peux isoler mon toit et je peux hybrider mon système. Ce point-là, ça mérite plusieurs débats parce que c'est exactement le point sur lequel nous, on essaie de justifier une solution ou une autre. C'est quels sont les impacts énergétiques dans une maison. Est-ce que le chauffage prime? Est-ce que c'est plutôt les châssis à changer, quoi que ce soit? Et vous disiez, et c'est bien parce que je l'ai fait aussi, hein, l'auditeur énergétique, ce qui est très intéressant par rapport à un PEB. Le PEB, il en faut. Et le PEB, c'est très compliqué parce que vous pouvez demander à 5 personnes de faire un PEB, bizarrement, vous allez avoir des résultats différents. Alors là, c'est un petit peu honteux, mais il y a eu le débat à la télévision, on a expliqué ça. Par contre, un audit énergétique, c'est plus fin, c'est plus minutieux, ça vaut franchement la peine de le faire. Parce que là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se dire dans quoi j'investis en priorité. Évidemment, tout le monde a besoin d'avoir un système de production de chaleur qui est le plus efficace possible et à long terme. Mais effectivement, ça mérite aussi de scanner l'entièreté du bien pour savoir effectivement si ce n'est pas d'abord et essentiellement un problème d'isolation, d'abord essentiellement un problème de, je sais pas moi, de châssis ou que sais-je, voir si on peut le faire, parce qu'on ne sait pas toujours le faire non plus. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est quand on investit dans un excellent système, c'est de voir aussi si le bas blesse sur le reste du bien. Parce que le SCAN ici va dire, par exemple, c'est pas possible. Si vous êtes, je parlais tantôt de FSG, mais ici il va donner la puissance, on va dire au client, si vous ne faites rien sur l'enveloppe, vous restez sur du fossile. Et donc il y a des clients qui s'arrêtent, qui vont voir un entrepreneur ou un architecte et qui font alors des travaux d'amélioration. Et on le remonte dans le SCAN en disant, parce qu'ici on a toutes les parois là, qui sont listées, avec les valeurs U, et on leur montre, tiens, si vous changez cette résistance thermique sur cette paroi, ça c'est fait en 15 secondes, on a le débriefing avec le client, ben vous gagnez autant de kilowatts de chauffage. Et là, à partir de là, ça devient accessible. Et il peut voir, parce que derrière ça, il y a aussi un outil de sélection des machines, il peut voir directement l'impact que ça a, quoi. Donc voilà, on a essayé, parce que on parlait de l'audit, oui, c'est un excellent outil, mais de nouveau, la région a fait quelque chose de beaucoup trop compliqué, c'est impayable. On n'en vend plus des audits. C'est dingue. Et donc, de nouveau, à vouloir trop faire, on fait pire que mieux. Ouais. Donc, il vaut mieux, c'est un peu l'esprit du SCAN, mais c'est ça, l'économie, c'est allons à l'essentiel, atteignons 80 ou 85% de l'objectif en dépensant un minimum de ressources. Parce qu'aller chercher les 10 derniers pourcents, et ça c'est encore l'exemple de la PE3, c'est une absurdité, quoi. Celui qui a fait ça, son bilan est plus que négatif. La PAE était très bien. Mais on a voulu complexifier, on a mis des scénarios, on a mis des trucs et des bazars, et donc c'est devenu, et la preuve en est, je pense qu'il y a très très peu d'audits qui sont lancés. J'ai un témoignage et une question. Je vais d'abord donner le témoignage parce que ma question va dépendre de mon témoignage. J'ai une maison qui date des années 30, qui est assez grande. Pour vous dire, il y a 12 radiateurs chauffés au gaz. Et donc, il y a 2 ans, on sortait pas. On venait d'avoir la guerre en Ukraine qui était déclarée, les prix avaient flambé, notre maison devenait impayable à chauffer, on se retrouvait face à un gros problème.
Il se fait que j'avais des panneaux solaires qui surproduisaient, et donc avec encore le compteur qui tourne à l'envers, et donc je réinjecte sur le réseau de l'énergie pour les autres, mais moi j'en profite pas. Et donc j'appelle Thomas, et par rapport à cette situation, notre maison est moyennement bien isolée, la toiture est bien isolée, châssis, le vitrage, enfin tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on pouvait isoler sur une maison de 1930, on l'a fait, quoi. Donc on est face à cette situation, et finalement, après cette étude énergétique, Econergie nous a conseillé de faire une hybridation. Donc on a hybridé une pompe à chaleur avec la chaudière gaz. Alors j'ai eu 2 hivers maintenant d'expérience par rapport à ça. Et le résultat, c'est que je ne consomme du gaz que quand il gèle, ou bien qu'il fait 1 ou 2 degrés. Alors on peut régler les paramètres pour qu'elle fasse appel au gaz quand il faut un surplus chaleur, quand il fait trop froid derrière, ou que la pompe à chaleur a du mal parce qu'il est trop froid. On peut jouer sur les paramètres, ce que j'ai d'ailleurs fait en fonction du prix. Pardon, en fonction du prix du gaz, évidemment, qui est retombé. Et donc, j'ai fait en sorte que maintenant, elle fasse appel au gaz un peu plus vite, parce que le prix du gaz... voilà. Et donc, comme j'ai encore la chance d'avoir un compteur qui tourne à l'envers, eh bien, finalement, je remonte en arrière, et j'arrive presque à me chauffer un hiver pour rien, et je ne paye plus que le petit supplément de gaz. Donc voilà le résultat. C'est le côté curseur dont je parlais tantôt, donc les motivations peuvent être complètement différentes, parce que les situations sont différentes, et le client ici, il dit, voilà, moi, ça me permet d'ajuster et d'arriver à autoconsommer ma production PV. Maintenant j'en viens à ma question. Là, ma situation elle est favorable parce que j'ai encore un compteur qui tourne à l'envers. Oui, voilà. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on va m'imposer un compteur intelligent qui ne tourne plus à l'envers? Comment est-ce qu'on va pouvoir régler les paramètres? Il faut d'abord casser un mythe. J'ai encore vérifié un rapport qui est parti hier ou avant-hier. C'était pour un lycée à Bruxelles. Il faut casser un mythe. Il faut arrêter de lier le PV à la pompe à chaleur. L'installation photovoltaïque, elle n'est pas liée à la pompe à chaleur. Ça peut se faire, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que j'ai une pompe à chaleur que je dois avoir des panneaux, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié. C'est pas parce que j'ai une pompe à chaleur que je dois avoir des panneaux, et vice versa. Je peux très bien avoir une pompe à chaleur parce que j'ai fait appel à des architectes qui ont rénové ou qui m'ont fait un bâtiment à basse consommation, mais je suis dans un bois et mettre des panneaux n'a aucun sens, j'ai de l'ombrage partout. Et l'inverse c'est vrai. J'ai une maison avec une toiture plein sud, mais elle est en moellon ou elle est classée. Mettre une pompe à chaleur là-dedans, ça sert à rien. Donc il faut casser ce mythe-là. C'est venu, je ne sais pas d'où c'est venu, mais le lien entre ces deux. Parce que ça crée de la confusion et ça amène à des erreurs. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, on prévient les clients, ça fait 10 ans qu'on leur dit, ne mettez pas des champs photovoltaïques trop grands, mettez une surface photovoltaïque qui correspond à votre profil. Et il y a beaucoup de clients qui, ouais, j'en veux, parce qu'on est pommes de terre, j'en ai mis plein, et forcément, ils sont en surconsommation. Donc ça, en fait, c'est un problème qu'on règle en amont, pas en aval. On adapte et on le rend évolutif. Mobilité électrique, on le fait aussi, on prévoit un onduleur un peu plus costaud, on met un champ limité, le client dans 2 ans, 3 ans, 4 ans achète un véhicule électrique, on rajoute, sans devoir remplacer l'onduleur. Donc ça aussi c'est des solutions. Il faut, un peu à l'image du SCAN, et le SCAN peut faire ça aussi, on réfléchit au profil du client, et en fonction de ça on va lui faire une installation PV. Après, c'est le cas chez Philippe, c'est là, on ne va pas les démonter, les panneaux, et donc on va travailler en optimisation. Une optimisation possible, en amont, pourquoi il faut casser le mythe? Puisque maintenant, ce n'est plus des compteurs qui tournent à l'envers. Il est clair que quand je suis en pleine production photovoltaïque, c'est pas à ce moment-là que j'ai besoin de chauffage. En général, au mois de juillet, on ne chauffe pas grand-chose. Maintenant, je me souviens, c'est de là que vient le mythe. Les gens pensent que le panneau est lié à la pompe à chaleur, mais non. Je produis en juillet, et si je chauffe au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qu'on peut faire, pour des installations existantes surdimensionnées, c'est travailler par exemple sur la production d'eau chaude sanitaire. Je le disais tantôt, ce n'est pas rentable
Et ça dépend du prix, parce que tu parlais du prix tantôt, Philippe. Là, il faut calculer. Si je n'ai pas un COP suffisant pour une production haute température d'eau chaude sanitaire, la rentabilité sera moins bonne. Par contre, si je suis en autoproduction à ce moment-là, je fais mon eau chaude gratuite. Ça peut être une solution. Donc, ça existe aussi. Les pompes à chaleur hybrides sont capables, si on les a prévues pour, de faire par exemple la production d'eau chaude. Donc ça pourrait répondre par exemple à cette situation. Une autre situation, c'est qu'une pompe à chaleur, un hybride peut être réversible. Oui. Le bâtiment est soumis à la surchauffe. Si le bâtiment est soumis à la surchauffe, ce sera de nouveau au mois de juillet. Je peux faire tourner mon compresseur à l'envers. Là, je vais consommer l'électricité, mais ça tombe bien, il y a nos panneaux qui sont en train de produire. Donc, je peux dire à mon client, je vous fais un rafraîchissement estival gratuit, puisque de toute façon, vous avez trop de panneaux et il faut utiliser ce qui est produit. Donc, de nouveau, il y a plusieurs scénarios possibles. Il n'y a pas une solution universelle. Si le bâtiment n'est pas soumis à la surchauffe, il faudra venir avec peut-être de l'eau chaude, peut-être que le client a une piscine, peut-être qu'il a d'autres consommateurs. Peut-être qu'il a un véhicule. À ce moment-là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on vend aussi des bornes intelligentes. Je suis le client pour faire. Ouais. C'est notre showroom. Donc on a des showrooms ici. Et ça permet alors effectivement d'avoir des surplus. Mais en amont, il faut éviter de faire du surplus en fait. Et il faut déjà dimensionner correctement le producteur. Et vous travaillez avec des batteries ou pas? Très très peu. On m'a juste dit cette semaine, fournisseur, les prix ont chuté, etc. La batterie, c'est nouveau un palliatif. Et en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que la batterie, c'est du court terme. On ne stocke pas aujourd'hui, c'est pas un compteur qui tourne à l'envers, on va consommer dans 3 mois. Ça ne marche pas comme ça. Une batterie, c'est excessivement cher. Sauf maintenant, je ne vais plus annoncer les prix, parce que j'attends les prix, mais les premières batteries, ça coûtait à stocker beaucoup trop cher. Pour acheter 5 kWh de stockage, ça coûtait 3-4 000 euros. Maintenant, on m'a dit que ça coûtait plus de 2000 balles. C'est possible. Mais même ça, ça va servir à quoi? Si vous êtes vraiment en surconsommation le 15 juillet, vous allez par exemple produire 10 kWh par jour, après un jour, votre batterie elle est saturée, vous en faites quoi? Il faut arrêter de rêver, quoi. La batterie, c'est pas quelque chose. Il en faudrait beaucoup. Ouais. Donc les gens disent ouais, mais moi j'ai des batteries. Je dis oui, c'est 1, 2, maximum 3 jours de production. Et après on fait quoi? On attend le mois de décembre? Non, ça fonctionne pas. Donc de nouveau, c'est pas des trucs. On n'en installe pas, on n'en vend pas parce que je crois pas dans ce truc-là, sauf pour des cas très particuliers où et là, il faut y réfléchir aussi parce que tout change. Donc la taxation de l'énergie va être différente. Maintenant, en fonction, c'est plus le compteur Biorec qui va arriver. C'est pour ça que je lisais encore un article ce matin. Pour 2030, toute la Wallonie doit être équipée en compteur intelligent. Oui, pour rappel, toutes les demandes de permis d'urbanisme, quelles qu'elles soient, à partir du moment où il y a un acte à construire et qu'il y a des compteurs à fournir, c'est d'office les nouveaux compteurs. Ouais, voilà. Ils vont déjà J'ai entendu qu'il y en a qui disent il paraît qu'on peut demander d'avoir. Non, c'est d'office. C'est d'office. Et donc, il y a une sonde à l'intérieur de l'appareil qui fait qu'à distance, ils savent tout sur vous. Vous ne devez plus donner vos indices. Tout ça se fait en direct, en live, en direct. Voilà. Et surtout, ce qu'ils veulent voir. C'est ça le côté intelligent. C'est mais l'autoconsommation. Mais c'est aussi, il y a aussi des informations accessibles aux clients. Bien sûr. Qui puissent récupérer. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça maintenant, mais donc, ces compteurs intelligents. Biorec. Oui, voilà, le Biorec. Alors, c'est ça. Et donc, ils vont maintenant. Pour l'instant, c'est sur base volonté, mais ça peut être intéressant. Et là, peut-être que la batterie pourrait servir à quelque chose. Vous pouvez choisir de dire, moi, je prends une tarification dynamique. Et dans une tarification dynamique, j'en ai un exemple. Le plus cher, c'est entre 17h et 22h. Là, c'est rouge. Et donc là, vous devez éviter de consommer. Par contre, si je consomme après 22h ou de 9h du matin à midi, vous dites quelque chose, là je suis dans le vert. Et là, la batterie peut servir de retardateur pour 24 heures. Pour dire, j'ai accumulé l'énergie, et au moment où c'est le plus cher, je rentre le soir entre 17 et 22, et là, je tape dans ma batterie pour éviter d'aller acheter. Mais je
je suis occupé dans l'entreprise, on doit remplacer des véhicules. Ben, la batterie, vous mettez 4 roues, un volant, elle est là votre batterie. Il ne faut pas aller acheter des trucs à coller sur le mur. On vend des véhicules, c'est encore un autre sujet. C'est pour ça que je voulais commencer tôt, hein, parce que je sais que ça prend du temps. Vous avez dans les véhicules des batteries de 40, 50, 60, parfois 100 kWh. Votre petite batterie de 5 kWh, c'est rien. Vous achetez un V2G, un V2L, il y a ça chez Renault maintenant. Ça veut dire que quand vous parquez votre véhicule, il peut décharger dans le bâtiment aussi. Et ça, c'est le futur, quoi. Alors, la petite batterie qu'on colle au mur, ouais, si vous voulez, mais ça dépend au niveau du client. Mais si vous avez un véhicule électrique, je vais plutôt dire au client, ben, allez voir que votre véhicule électrique soit certifié V2G, V2L. Et à ce moment-là, vous pouvez décharger. Donc voilà, donc, c'est pas fixe, c'est pas figé, ça change tout le temps, que ce soit la tarification, les impositions énergétiques, etc. Et je pense qu'en conclusion, il faut se préparer tout doucement, faire une transition douce, accessible, et se dire, ben, je me prépare à la tarification, je me prépare à la réglementation environnementale, je me prépare à la prochaine crise énergétique, j'optimise mon bilan général et je viens avec des solutions. Mais on ne fera pas l'économie de la réflexion, puisque c'est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Il n'y a pas qu'à. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, c'est très complexe. Comme Dimitri dit, dans notre région, dans la région de Binche et même la Rivière, tu as des chauffagistes qui sont vraiment pro-gaz, hein, Oui, Dimitri, hein, pro-gaz, pro-mazout, et puis effectivement, il n'y a pas de conseil. Donc moi, je trouve que si tu conseilles très bien, et je pense qu'on sent que tu aimes ce que tu fais, voilà, donc le client, il attend, ce qu'il attend, c'est des conseils d'un professionnel. Ouais. Donc voilà, et personnellement, souvent il fait 2 ou 3 devis. Ouais. Avant de faire un devis, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Exactement. Avant c'était facile, ouais, une chaudière, machin, c'est peut-être pas ça qu'il vous faut en fait. Et même pour faire un devis, je le disais tantôt, on parle sur quelle puissance. Ok. On voit des devis. Oui, et qu'est-ce que vous voulez en faire du bâtiment aussi? Avec des pompes à chaleur de 5 kg, des pompes à chaleur de 7 et des pompes à chaleur de 10. Et puis on y compare, mais vous comparez quoi? Déjà au départ, c'est déjà le calcul est déjà faussé, donc les gens. Le problème des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas la technique. Ils connaissent le prix, c'est combien, c'est toujours how much. Voilà. En tout cas, un grand merci.